Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du roman Le jeune homme de Annie Ernaux. On n'écrit pas, on ne parle pas dans le désert. J'ai dit roman dans l'intro, mais je crois que je me suis trompée, c'est plus un récit. En tout cas, il n'y a pas écrit roman sur la jaquette de Gallimard. Annie Ernaux va raconter comment, à 54 ans, elle est tombée amoureuse d'un étudiant. Comment cette histoire, à la fin programmée dès le départ, va nourrir une réflexion sur les différences de classe, sur le regard des autres et le temps qui passe. Déjà, je vais évacuer les deux critiques qui reviennent, celle de la brièveté du récit et celle de la différence d'âge. Pour la brièveté, je pense que le problème réside dans le prix du livre. 8 € pour un quart d'heure de lecture, c'est abusif. Je pense que c'est plus ça qui dérange que le fait que ce soit très court. La preuve, s'il s'agissait d'un récit gratuit sur le site de Gallimard par exemple, pour découvrir la plume d'Annie Ernaux, personne ne trouverait ça trop bref. Et le fait que le texte soit très aéré, avec des sauts entre chaque paragraphe, ça va pas aider. Je ne suis pas sûre que les éditeurs aient bien calculé leur coût. Pour ce qui est de la différence d'âge, on sent un relent misogyne dans un article de Marianne, par exemple, quand est évoqué le désir d'enfant du jeune homme avec qui elle a eu une liaison. Ce à quoi ils répondent « Heureusement que le progressisme BA est là pour résoudre tous nos conflits internes. » Cacher ce désir contre nature que je ne saurais voir, semble-t-il nous dire. Oui, mais non. À aucun moment il n'y a de militantisme bavard, comme ils disent. D'ailleurs, bavard, il faut se mettre d'accord, c'est bavard ou c'est trop court ? Ce n'est que raconter, chercher à comprendre, éclaircir. À aucun moment, je n'ai l'impression qu'elle promeut les relations comme la sienne, qu'elle dit que c'est formidable ou que les couples du même âge y perdent quelque chose. C'est une critique morale qu'ils font plus que littéraire. Parce qu'elle met les pieds dans le plat, et comme il faut. Elle étire la relation sans nier la différence d'âge, l'expliquant même du mieux qu'elle peut, alors qu'on a plus l'habitude de lieux communs comme l'âge n'a pas d'importance. Cela ne reste pas l'éléphant dans la pièce, l'angle mort. C'est discuté à l'époque avec l'amant, analysé a posteriori lors de l'écriture du récit. C'est questionné, regardé en face, disséqué. Il y a leur relation en chiasme, elle était pauvre, elle est devenue bourgeoise, il est pauvre. Comment être transfuge de classe lui donne un regard peut-être plus incisif encore que si elle était née bourgeoise. Cela instille peut-être plus que la différence d'âge une source de malentendu dans leur couple, par exemple lorsqu'elle note ses manières à table. Que je m'aperçoive de ces signes, et peut-être plus subtilement encore que j'y sois indifférente, était une preuve que je n'étais plus dans le même monde que lui. On peut s'interroger sur le choix du mot « indifférente », qui tient presque de la prétérition. Pourquoi l'écrit-elle si cela la rend indifférente ? On n'est pas sûr de comprendre ce qu'elle veut dire. La différence de classe n'a plus d'importance ? Elle décide de fermer les yeux sur ses fautes de goût, pourrait-on dire ? Ce qui ferait d'elle, dans tous les cas, une figure surplombante ? De fait, cela tient presque de l'aveu. Si je remarque quelque chose et que je ferme les yeux, cela tient peut-être de la honte. Ce n'est pas le seul passage dans le livre où on a l'impression qu'en tant que lecteur, on voit des choses qu'elle ne voit pas encore, comme si elle se trouvait sur le divan et qu'on soulignait un mot sur notre calepin. On trouve par exemple le spectre de l'inceste, qui rôde au-dessus de leur amour, à plusieurs reprises. Quand elle compare l'éducation culturelle de ses fils à celle de son amant déjà. Initiation. Ici c'est l'initiation culturelle, mais précisons que le terme est souvent associé au début de la sexualité. Initiation donc, pratiquée avec chacun de mes fils, à leur entrée dans l'adolescence. À cela se mêle une révélation. J'aime me penser comme celle qui pouvait changer sa vie. Pygmalion et syndrome de l'infirmière, avec ce que les deux ont de dérangeant. Ce n'est pas la muse qui façonne le récit, mais le récit qui façonne la muse. D'autre part, à aucun moment le jeune homme, qui n'a pas de nom, n'a l'air de vouloir sortir de sa classe. Et c'est donc éclairant sur ce que c'est que d'être transfuge, de vouloir calquer le monde sur ses nouvelles valeurs bourgeoises, valeurs du travail par exemple. Le travail n'avait pour lui pas d'autre signification que celle d'une contrainte à laquelle il ne voulait pas se soumettre, si d'autres façons de vivre étaient possibles. C'est typique de la bourgeoisie qui ne voit pas ses privilèges, qu'un travail d'écrivain, de médecin, de haut fonctionnaire, de notaire, de consultant, ça extrait de la contrainte. Si je ne suis pas d'accord avec l'article de Marianne, je le suis avec leur conclusion. J'ai ce même goût d'inachevé, que le livre s'est terminé avant d'avoir commencé. Je trouve que d'une part, le souci, c'est la forme, avec encore ce style constatatif, presque impersonnel, bien écrit certes, mais qui ne m'a pas fait ressentir grand-chose, malgré la perspicacité de certaines remarques. Et d'autre part, cette conclusion en queue de poisson, comme si elle manquait de temps lors d'un examen et qu'il fallait bien conclure. Je trouve ça encore assez fou qu'on parle de récit irradiant, intense ou nécessaire. Est-ce qu'il faut à tout prix apprécier ce texte car c'est une grande figure de la littérature qu'il a écrit ? Est-ce les critiques qui influencent les lecteurs à parler avec les mêmes termes ?
Et surtout, pourquoi une telle différence entre les critiques de Babelio, site ou beaucoup chronique, et les sites marchands ? Certains ont-ils mieux appris la leçon de la grande librairie que les autres ? Je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt.